Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Perspective. Je suis Mouera, intelligence artificielle qui vous présente cette vidéo. Ce programme vous est proposé par Kevin Guéhi, consultant en transformation digitale et chercheur en management. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer à parler des modèles de management africains. Nous verrons comment les Africains concevaient l'organisation des groupes en analysant la logique de conception qui était la leur dans un contexte aujourd'hui qualifié de traditionnel, mais qu'en tant qu'Africains nous pouvons, à raison, qualifier de système authentique ou originel. Installez-vous bien et accrochez vos ceintures. Les vrais modèles d'organisation inventés par les sociétés africaines doivent être recherchés dans les systèmes politiques adoptés depuis toujours par les peuples africains. On peut en effet les considérer comme le reflet de la pensée du groupe dans le domaine du pouvoir, du commandement et de son organisation interne. Ces structures politiques sont en outre révélatrices des normes sociales élémentaires qui sous-tendaient l'organisation du groupe. Dans la mesure où ces modèles sont les seuls sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour mettre en œuvre un système d'organisation qui nous soit propre, nous allons les décrire un peu plus longuement. Un premier constat s'impose, même si certains veulent y voir à tort un signe de faiblesse. Les historiens, politologues et sociologues de l'Afrique ont relevé au sein des sociétés africaines traditionnelles l'existence de systèmes politiques extrêmement élaborés et divers. Ainsi, on a pu observer aussi bien des formes politiques différentes coexistant dans une aire géographique limitée et dans des conditions économiques proches, que des formes politiques identiques chez des peuplades très éloignées les unes des autres et appartenant à des types linguistiques et raciaux différents. Pour certains, le pouvoir politique devait être l'apanage d'un groupe déterminé, voire d'une caste raciale. Les uns étaient démocratiques, d'autres despotiques. Les uns comptaient grandement sur l'autorité religieuse pour guider le destin du dirigeant politique, alors que les options des autres étaient plus proches de la laïcité. On ne saurait mieux exprimer le foisonnement des systèmes de gouvernement sur le continent africain. Ces systèmes, Fortes et Evans Pritchard, dans leur ouvrage « Les systèmes politiques africains », les ont divisés en trois grandes catégories, les groupes de chasseurs, les sociétés lignagères segmentaires et les États primitifs. Cette diversité, cette richesse, revêt une importance considérable, et je déplore qu'elle ait souvent été masquée, depuis 1960, par les dirigeants politiques, trop soucieux de prôner l'unité de pensée de l'Afrique plutôt que sa diversité dans le but, bien qu'étant, de souligner la solidarité des différents pays du continent. En prétendant que les sociétés africaines partageaient des conceptions identiques quant à la nature des collectivités humaines et en militant pour un retour à une conformité qui n'existe qu'en théorie, bien des leaders nationaux ont commis des erreurs néfastes pour le jeune État dont ils prenaient, parfois de façon éphémère, la direction. Ignorant ou négligeant l'importance des structures et des formes traditionnelles dans le fonctionnement d'un État moderne, ils furent évincés du pouvoir. Inversement, on a vu ceux qui avaient su parfaitement intégrer le phénomène, Léopold Sédar Senghor au Sénégal et Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, conserver durablement leurs responsabilités. Venons-en à cette diversité des formes de structures politiques. Citons Christian Potholm, dans son livre La politique africaine, théorie et pratique. Pour certaines sociétés africaines, le pouvoir politique reposait sur le mécanisme de la parenté du clan. Certains systèmes se fondaient sur l'idée de la transmission héréditaire de l'autorité. D'autres professaient que le pouvoir se méritait. D'autres encore soutenaient qu'il devait être partagé entre différents groupes d'intérêts au sein de la société. L'intérêt de cette analyse, par rapport à bien d'autres recherches, est d'avoir établi une classification des systèmes politiques fondée sur trois critères: le degré d'autorité imparti au centre politique, la limitation de l'exercice du pouvoir et le rapport entre parenté et autorité. Il nous semble que Fortes et Evans Pritchard ont correctement observé les sociétés africaines, mettant le doigt sur des lignes de force qui correspondent à des interrogations dont les réponses sous-tendent les différentes formes de nos sociétés. C'est pourquoi, si la diversité de la culture africaine demeure une constante de base, la répétitivité de certaines formes d'organisation n'en revêt pas moins une importance considérable dès lors qu'il s'agit de la conduite des affaires de l'Afrique contemporaine. Si l'on désire obtenir une vision plus claire de l'organisation des sociétés africaines, il faut sans doute partir d'une double question. Quel est le dénominateur commun de tous ces systèmes politiques et où se trouve l'élément qui les différencie? Dans la pensée africaine, une donnée philosophique préside constamment au choix des formes politiques, la tension entre la diffusion et la concentration du pouvoir au sein de la société. Christian Potholm fait à ce sujet une remarque pertinente: le souci d'assurer la diffusion du pouvoir entre les segments constitutifs d'une même société, souvent observé en Afrique, contraste nettement avec la doctrine fondamentale des idéologues occidentaux, qui, jusqu'à une époque toute récente en tout cas, n'accordaient guère de crédit à cette conception.
En fait, nous pouvons distinguer deux grands groupes de systèmes politiques en Afrique, ceux où le centre du pouvoir est facilement identifiable, dans une ère culturelle donnée, structure centralisée, et ceux où le pouvoir politique est réparti entre les divers groupements constituant une même société, structure segmentaire. Les formes de gouvernement où le pouvoir était concentré au sommet furent celles qui frappèrent les premiers explorateurs arabes et européens. Les empires du Ghana, du Songhai et du Mali, du XIe au XVIe siècle, et, plus tard, les royaumes Bas-Congo, centrés sur l'embouchure du Congo, et Ashanti, à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Ghana actuel, en sont les manifestations les plus connues. Cependant, à l'intérieur de ce type d'organisation, on notait plusieurs variantes, la monarchie pyramidale, la monarchie associative et la monarchie centralisée. La monarchie pyramidale se caractérise par la présence d'une autorité centrale forte et d'un chef d'État reconnu, mais aussi par l'existence de sous-groupes disposant d'une large autonomie et d'une réelle liberté de manœuvre dans la direction de leurs propres affaires. Pour appartenir à la communauté, il fallait être membre d'un sous-groupe, il n'existait pas de couche d'âge, et l'autorité politique centrale comptait sur les sous-groupes pour lever des armées ou percevoir des impôts. Le détenteur de l'autorité politique centrale était un des chefs d'une des familles claniques. Autour de lui, un conseil intérieur, important organe de décision constitué par les chefs des différents sous-groupes. La forme pyramidale peut être schématiquement représentée de la manière suivante. Cette forme de gouvernement, très répandue, se trouvait chez les Ashanti, chez les Bemba, en Zambie, les Xhosa, Afrique du Sud, les Aya, en Tanzanie, les Oyo, au Nigeria, les Baluba, au Zaïre, les Lango, en Ouganda. Une variante ou déviation de ce modèle a existé, sous la forme de la monarchie associative. Comme dans la précédente, la monarchie associative était dotée d'une structure politique centrale et les sous-groupes bénéficiaient d'une large autonomie qui restreignait le pouvoir royal. Même absence des couches d'âge, mais, en revanche, présence de groupes associatifs. Véritable trait d'union entre le village et les autorités politiques centrales, ils assumaient certaines fonctions politiques et administratives. Ce système d'organisation plus horizontale peut s'exprimer selon le schéma suivant. Cette forme d'organisation politique a vu le jour en Afrique de l'Ouest, notamment chez les Mandés et chez les Sénoufos. La monarchie centralisée, quant à elle, se caractérisait par une administration politique centrale forte, une assise territoriale solide et une hétérogénéité de ses composants. On y trouvait des classes d'âge dont la loyauté était acquise au monarque et que ce dernier pouvait réquisitionner pour des travaux collectifs. L'autonomie du sous-groupe était restreinte, encore que certains chefs subordonnés fussent investis de pouvoirs considérables. Le roi désignait les membres du conseil et l'autorité politique était cristallisée au sommet de la nation. Il faut noter que ce type de système se prêtait à l'assimilation des peuples conquis et admettait souvent le pluralisme culturel. La monarchie centralisée dominait chez les Mossi, Haute-Volta, chez les Fipa, Tanzanie, les Zoulous et les Swazi, Afrique du Sud, les Ovamérina, Madagascar, les Fon, Bénin, et chez bien d'autres peuples encore. Dans la savane d'Afrique occidentale, du Vigo XVIe siècle, les empires du Mali, du Songhai et du Ghana furent essentiellement hiérarchiques et centralisés. Avant d'en finir avec les systèmes politiques privilégiant la centralisation de l'autorité, on doit observer que la perte de l'autonomie du sous-groupe s'y trouvait incontestablement compensée par une plus grande sécurité matérielle assurée au sujet de ces États. Un avantage qui n'empêchait pas d'autres peuples de professer au contraire, implicitement du moins, qu'un gouvernement gouverne d'autant mieux, qu'il gouverne moins. Cet état d'esprit répandu a entraîné l'existence de systèmes politiques dans lesquels la diffusion du pouvoir constituait l'ossature de la société. Ainsi, beaucoup de sociétés africaines ont jugé plus satisfaisant le principe de la dispersion de l'autorité politique et ont mis l'accent sur l'autonomie du sous-groupe. Dans le système segmentaire classique, au-delà d'une homogénéité culturelle, linguistique et religieuse du groupe, la base territoriale était mal définie. Ses membres avaient conscience de former un bloc unitaire face aux autres peuples, mais la nation vivait émiellée en unités les plus petites sous une forme manifestement parentale. Dès lors, et en dépit de leur appartenance reconnue à une même nation, les différents segments entraient fréquemment en compétition. Le clan constituait l'unité de base, tant sur le plan de la vie quotidienne qu'en matière de direction politique. On trouvait à la tête des sociétés soit un chef, soit une direction collégiale, soit le conseil des anciens, mais aucune autorité politique ne s'exerçait sur l'ensemble de la nation. Certaines charges classiques étaient héréditaires, d'autres électives. Ce système se pratiquait chez les Krou, Libéria et Côte d'Ivoire, les Ibos, Nigeria, les Lobi, Haute-Volta et Côte d'Ivoire, les Nuer, Soudan,
les Kikuyu, Kenya, les Talensi, Ghana, et chez les Somaliens. Dans le système segmentaire universaliste, on retrouve la décentralisation du pouvoir et l'autonomie du sous-groupe, assortie d'une préoccupation supplémentaire, la nécessité d'un mécanisme de socialisation collective. Cette nécessité crée une structure plus nettement horizontale de la société globale. Ainsi, les membres d'un segment donné, par exemple, le clan, quittaient-ils ce dernier pour rejoindre une classe d'âge regroupant tous les membres d'une même ethnie. Selon le schéma suivant. Ce système politique existait chez les Masais, les Kipsigis et les Merus, tous situés au Kenya. Autre variante du système segmentaire classique, celui fondé sur des stratifications rituelles. Dans certaines sociétés, les segments individuels se rassemblaient pour participer à des manifestations rituelles. Celui qui devenait roi devenait aussi la figure religieuse centrale, symbole de l'unité nationale, mais privé de tout pouvoir politique. À titre d'exemple, ce système dominait chez les Ankolés, Ouganda, les Chiluk, Soudan, et les Téké, Taïr. Au fil des siècles apparurent des fissures dans certains systèmes monarchiques. Vint alors le temps d'une autre forme de structure segmentaire, le village autonome et l'État-cité, appelés ainsi selon l'importance de la population qui les composait. Les communautés villageoises virent le jour chez les Baloués et les Bakoués de Côte d'Ivoire et chez les Ibibos du Nigeria, tandis que les États-cités se rencontraient en bordure de l'océan Indien. 3 formes de gouvernement ont existé, qui dépendaient du degré de relâchement de l'autorité et de la centralisation du pouvoir, le village ou la cité à régime despotique. Le village ou la cité pouvant avoir à sa tête un conseil. Dans ce cas, l'autorité s'exerçait collégialement. Enfin, 3e forme, dans ce conseil, l'un des membres pouvait s'imposer aux autres et devenir le premier entre ses pairs. Ce panorama des systèmes politiques africains, dans le temps et dans l'espace, montre à l'évidence combien furent variés et différents, voire opposés, les modèles implicites d'organisation de nos sociétés. Beaucoup, parlant de notre continent, veulent y voir une preuve de faiblesse ou d'incohérence. Ils se trompent, chaque système avait sa logique et sa raison d'être. Fait par des hommes et pour des hommes, ils s'efforçaient de les servir, de les défendre et de les organiser. La géographie et l'époque dictaient à des Africains multiples et divers de se gouverner et de vivre selon les règles et les modalités qui leur convenaient. Quoi qu'il en soit, ces régimes d'antan sont notre histoire et nos racines. Il ne convient ni de les renier ni d'y retourner. Simplement, sachons ne pas les oublier. Gardons simplement en tête que des modèles d'organisation précoloniaux existaient et que ce sont ces modèles qui ont fait la gloire de nos grands empires. Gloire qui fut par la suite enviée par les nations occidentales de l'époque, et qui finit par chuter dans les bassesses de la corruption et de la collaboration avec la barbarie des peuples envahisseurs. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention, n'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Rejoignez l'aventure Digital Perspective en allant visiter notre site internet et en vous abonnant à notre page Instagram @digiperspective. Vous pouvez également suivre notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres plateformes. Suivez les liens dans la description pour être guidé. Prenez soin de vous et à bientôt.